La Patagonie s'étend sur plus de 1500 km au sud de l'Argentine et du Chili. À l'est, la côte argentine, côté océan Atlantique, est assez rectiligne, avec très peu d'îles. Au contraire, à l'ouest, côté Pacifique et chilien, la côte rocheuse est très découpée, avec de nombreuses îles. Plus au sud, l'archipel de la Terre de Feu, entre le détroit de Magellan, au nord, et le canal de Beagle, au sud. Les deux passages entre les océans qui évitent le passage par le cap Horn. L'arrivée à Ushuaia par le nord-est est très spectaculaire. On survole la chaîne martiale avant de passer au-dessus du canal de Beagle vers l'ouest pour atteindre l'aéroport ultramoderne. Ushuaia est une ville champignon qui grandit de façon désordonnée. Sa population était de 11 000 habitants en 1980, 58 000 en 2010 et près de 77 000 en 2020. Ce développement a débuté en 1972 lorsque le gouvernement argentin a décidé qu'Ushuaia serait une ville franche, sans taxes, pour en faire la grande ville la plus australe du monde. La ville vit de son industrie électronique, mais surtout du tourisme. Les premiers habitants seraient arrivés ici il y a plus de 10 000 ans. À l'arrivée de Magellan, les Ona et les Yamana se partagent le territoire. Ils auront du mal à survivre à l'arrivée des colons. On date la naissance de la ville actuelle au 12 octobre 1884, lorsqu'est inaugurée la sous-préfecture. Mais la ville est d'abord une colonie pénitentiaire. Le bagne a fonctionné de 1896 à 1947. Le bâtiment, transformé en musée, est formé d'un grand hall central et de 5 ailes, comportant chacune 2 étages. Certaines ailes ont été restaurées et présentent dans les anciennes cellules l'histoire d'Ushuaia, de sa région et du pénitencier. Cette carte donne une idée du nombre de bateaux coulés autour de l'île. De 1909 à 1954, un train permettait l'acheminement du bois de construction et de chauffage vers la ville. Sur les 25 km de voies à l'origine, 8 seulement ont été conservés pour promener des touristes sous l'appellation du train du bout du monde. De bon matin, nous embarquons sur l'éclaireur pour découvrir le canal de Beagle et l'Estancia Arberton, à une 60aine de kilomètres à l'est de la ville. Dès le départ, nous sommes escortés par des oiseaux. Au passage, dans l'île aux oiseaux, nous admirons des cormorans impériaux. L'île aux otaries est toujours au milieu des goélands.
phare des éclaireurs, bâti en 1920 pour signaler des rochers très dangereux qui furent à l'origine de beaucoup de naufrages. De l'autre côté du canal, Puerto Williams, ville chilienne, qui, plus au sud de 13 km, mais moins peuplée qu'Ushuaia, lui dispute le titre de ville la plus australe du monde, à près de 55 degrés de latitude sud. Nous arrivons à l'Estancia à l'heure du déjeuner. Des fuchsias de Magellan et un cerisier exceptionnel sous ces latitudes. Après avoir repris des forces, nous allons voir l'île Martillo ou île des Pingouins. Nous rejoignons cette réserve sur un petit zodiaque. Des milliers de pingouins de Magellan viennent nidifier et passer l'été sur cette île. En cette fin d'été, les petits, au plumage marron, sont prêts à prendre leur indépendance. Et les couples reconstituent leurs forces avant la migration d'automne. On remarque aussi quelques manchots royaux équilibristes. Quelques oies font aussi escale sur l'île pour se ravitailler. Mais il y a des hôtes moins sympathiques, comme ce caracara, qui cherche une bonne occasion de s'emparer, suivant la période, d'un œuf ou d'un oisillon. De retour à l'Estancia, nous visitons le petit musée où sont rassemblés les squelettes de nombreux animaux marins. Le squelette du léopard des mers ou celui du dauphin ressemblent fort au squelette humain. Omoplate, humérus, radius, cubitus, poignet et phalange. Le retour vers Ushuaia se fait en autobus. Inutile de demander dans quel sens souffle le vent. Le ski fait partie des activités touristiques en plein développement. Au nord et à l'ouest d'Ushuaia, le parc national Tierra del Fuego, de 69 000 hectares, dont seulement 2 000 sont accessibles aux visiteurs. La végétation est surtout composée de 3 sortes de Nothofagus, ou faux hêtres, et de nombreux arbustes à baies. Ici se termine la fameuse route panaméricaine qui part de l'Alaska. Il y a quelques années, un Canadien a fait les 18 000 km à pied en poussant un chariot à 3 roues. Il a mis 3 ans.
En 1946, fut créé ici un élevage de 25 couples de castors, afin de produire des peaux. Malheureusement, les peaux produites se révélèrent de pauvre qualité, alors les castors ont été lâchés dans la nature. Ce fut une catastrophe. Et actuellement, la population est estimée à plus de 100 000 bêtes, sans prédateurs naturels. Le castor fait des barrages, les eaux montent et envahissent la forêt, qui meurt, comme celle-ci. La chasse est interdite et les animaux sont peu farouches. Un couple de pics de Magellan, des oies, des caracaras, oiseaux de proie très répandus. Une heure de vol nous conduit d'Ushuaia à El Calafate, sur la rive du lac Argentino, immense réserve d'eau douce de 1560 km². Pratiquement toute la Patagonie est un paysage de steppe, avec de longues routes toutes droites. L'herbe y est rase, avec quelques touffes de baies plus ou moins épineuses. Les collines sont un peu plus boisées. Des centaines de kilomètres de clôtures quadrillent le pays pour l'élevage. Pour ne pas épuiser la terre, la densité des animaux est très faible, ce qui fait que l'on en voit assez peu dans la campagne. Les estancias peuvent aller jusqu'à 100 000 hectares. L'élevage le plus important est celui du mouton. On y trouve aussi des bovins et des chevaux. Au centre des terres, on trouve les bâtiments importants des estancias. Avec les petites maisons des gauchos, les estancias sont les seuls lieux où l'on trouve de grands arbres et de la verdure. Au milieu des champs, avec les troupeaux, on peut apercevoir des groupes de guanacos et des nandous. Dans les plaines circulent des rivières qui font la joie des flamands et des oiseaux aquatiques. En l'absence de chasse et de chasseurs, les animaux sont peu farouches. Des maras ou lièvres de Patagonie, un carpincho qui peut atteindre 80 kg, le roi des oiseaux andins, le condor. Des hérons, des flamands,
des cygnes, des canards et des poules d'eau, un loïco commun, des bandurias, des vanneaux terreaux. La cordillère des Andes descend jusqu'au sud de la Patagonie, en se rapprochant du Pacifique. De nombreux glaciers recouvrent la montagne sur près de 400 km, constituant une colossale réserve d'eau douce. Depuis Puerto Natales au Chili, une navigation de 2 heures nous conduit devant le glacier Balmaceda, dans le parc O'Higgins. Effet du réchauffement climatique, le front de glace n'atteint plus le lac. Après une courte navigation, nous débarquons près du glacier Serrano. Ici aussi, le front de glace a beaucoup reculé et nous n'atteignons le glacier qu'après 20 minutes de marche. Il y a encore quelques années, ce lac était sous le glacier. Toujours au Chili, un peu plus au nord, dans le parc Torres del Paine, nous quittons l'hôtel Grey à bord de bateaux pneumatiques pour rejoindre le catamaran qui va nous amener jusqu'au glacier Grey. Le glacier Grey est arrêté par 2 îles rocheuses au milieu du lac. Les blocs de glace qui se détachent flottent au gré du courant et sont façonnés par le vent. L'eau du lac est grise car elle est chargée des sédiments apportés par le glacier. Sur le chemin du retour, nous avons droit au pisco sour avec un morceau de glacier. Nous visitons le parc
ces lacs, ces cascades et ces montagnes, malheureusement, les tours sont restées cachées dans la brume. Mais le plus beau et le plus spectaculaire des glaciers, c'est le Perito Moreno, à 50 km au sud-ouest d'El Calafate, en Argentine. Le front du glacier mesure près de 5 km de longueur et environ 70 mètres de hauteur. Il s'appuie sur un rocher en son centre. Le front sud, que nous allons voir de près en bateau, donne sur le lac Rico. Au niveau du contact central avec le rocher, un chenal permet l'écoulement des eaux du lac Rico vers le lac Argentino. Régulièrement, le glacier avance jusqu'à recouvrir le rocher. Le chenal est bouché et l'eau monte dans le Braço Rico. Le glacier avance régulièrement de près de 2 mètres par jour. Ce sont près de 2 millions de mètres cubes de glace qui tombent dans le lac chaque jour. Au milieu du XXe siècle, une crue a duré plusieurs mois et l'eau est montée de près de 30 mètres. Des chemins de promenade sont aménagés sur le rocher et permettent de voir les deux parties du glacier sous différents angles. De temps à autre, un bloc de glace se détache dans un craquement sec et impressionnant. Et c'est ici que nous terminerons notre rapide promenade en Patagonie.